Bonjour à toutes et tous, bienvenue à une nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors, où 2 mercredis par mois, nous décryptons l'actualité et nous présentons nos travaux. Aujourd'hui, nous abordons la notion de communauté politique européenne qui a été mentionnée par Emmanuel Macron lors de son discours devant le Parlement européen de Strasbourg le 9 mai dernier. En effet, à cette occasion, le président de la République a lancé une réflexion sur cette idée de communauté politique européenne en réponse aux nouvelles demandes d'adhésion survenues depuis le début de la guerre en Ukraine. Un parallèle est d'ailleurs attiré avec l'idée de confédération qu'avait lancée François Mitterrand au moment de la chute du mur de Berlin. En effet, alors que les procédures d'élargissement de l'Union européenne se trouvent dans l'impasse depuis plusieurs années dans les Balkans occidentaux, la guerre en Ukraine et la volonté de son peuple à intégrer l'Union européenne poussent l'Union à repenser ce processus qui ne semble plus adapté à la réalité géopolitique du continent. Nous accueillons Sébastien Maillard, directeur de l'Institut Jacques Delors, pour discuter de cette idée d'adhésion graduelle à l'Union européenne. Il nous aidera à entrevoir qu'attendre de cette communauté politique européenne et comment faire en sorte qu'elle voie le jour. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que l'outil questions-réponses est disponible en bas de votre écran. Il vous permettra de poser toutes vos questions que je relayerai à notre intervenant dans la seconde partie de ce webinaire de 30 minutes. Sans plus attendre, Sébastien, je vous cède la parole. Merci Mathieu, et heureux de retrouver ce format des Euroquestions. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous et toujours nombreux à le suivre à travers toute l'Europe. La guerre en Ukraine, Mathieu l'a rappelé, a remis d'emblée la question de l'élargissement à l'agenda européen, mais dans des termes complètement nouveaux. Déjà avec d'autres pays, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, dans un contexte complètement bouleversé, et même historiquement bouleversé et toujours, bien sûr, dramatiquement mouvant. Alors oui, le président Macron, fraîchement réélu, a posé la question le 9 mai, date ô combien symbolique, à Strasbourg, a engagé une réflexion sur ce qu'il a nommé une communauté politique européenne. Et c'est cette réflexion que, en tant que think tank, nous devons engager. Et avec mes collègues Thierry Chopin, conseiller spécial ici à l'Institut Jacques Delors, et Lucas Masek, chercheur associé, nous avons commencé à approfondir quels pourraient être les contours de cette communauté politique européenne, mais aussi toutes les questions qu'elle soulève. D'abord, peut-être un point sur les demandes en cours. L'Union européenne a donc reçu formellement, en une semaine, 3 nouvelles demandes d'adhésion. L'Ukraine, dès le 28 février, donc 24 jours après sa seconde invasion par l'armée russe, la Moldavie et la Géorgie le 3 mars. Et ce sujet a d'emblée d'ailleurs occupé longuement les 27 qui étaient réunis au sommet de Versailles le 11 mars. Beaucoup d'heures de discussion sur ce sujet. Ça pouvait presque paraître même un peu déplacé, alors que on commençait à quel point l'Ukraine est sous les bombes. Mais peut-être aussi ça anticipe déjà sur les conséquences de cette guerre, de tous les équilibres qu'elle bouleverse. Et aussi, on a vu dès ce sommet la division qu'elle entraîne au sein des 27, avec les tenants d'une procédure accélérée que réclame l'Ukraine pour sa demande. Alors, disons d'emblée, et ça avait été dit au moment du sommet de Versailles, que cette procédure accélérée, formellement, elle n'existe pas. Mais on observe de fait déjà une certaine célérité dans la manière dont ces demandes d'adhésion sont traitées. On a vu la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, aller en personne remettre le questionnaire aux pays demandeurs. On sait que ce questionnaire, c'est partie aussi du tout début du processus lorsqu'on reçoit une demande. Et c'est un questionnaire long, technique, et qui doit aider en retour à la Commission à formuler un avis pour attribuer ou non le statut de candidat à ces pays. Mais de toute manière, on sait qu'inévitablement, même si on peut aller en ce moment un peu plus vite sur ce qui se pratique d'habitude, rejoindre l'Union européenne, c'est très long. C'est une trentaine de chapitres à ouvrir et à fermer pour après ensuite faire un traité d'adhésion qui sera à ratifier à l'unanimité dans chacun des États membres. Et en pratique, on a vu souvent le processus dure au moins 10 ans. Si je regarde le dernier pays qui est rentré, la Croatie, ça a commencé en 2003 et pour aboutir en 2013. Si on regarde la Hongrie ou la Pologne, c'était 94-2004. Donc, une bonne décennie. Et Clément Beaune, tout récemment, le ministre délégué aux Affaires européennes, a prévenu dans un
interview à la presse italienne, que pour l'Ukraine, ils ne voyaient pas le processus durer moins de 15 ou 20 ans. Donc, on voit bien que, d'ailleurs, dans les Balkans, c'est aussi un autre exemple, vous l'avez rappelé, les négociations sont ouvertes aujourd'hui avec Monténégro, avec la Serbie depuis 2013, donc bientôt 10 ans, et on est encore très loin du but. Dans le cas de Monténégro, c'est 3 chapitres fermés sur les 30 qui sont ouverts. On n'est pas très loin, il y a aller plus loin aussi avec la Serbie, même si 4 nouveaux chapitres là, récemment ouverts. Et avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, la négociation n'a pas encore démarré formellement du tout. Il y a toujours un contentieux linguistique, on le sait, avec la Bulgarie. Donc la procédure dans ce cas des Balkans non seulement n'est pas accélérée, mais même plutôt ralentie, elle s'enlise. Donc la situation est encore plus compliquée si j'évoquais la situation de la Bosnie-Herzégovine ou du Kosovo. Donc il faut bien voir comment ces nouvelles demandes d'adhésion surviennent non seulement dans le contexte de guerre complètement inédit sur notre continent à cette échelle, qui change donc historiquement la donne, mais aussi au milieu d'autres demandes en cours qui s'enlisent, et on veut éviter de répéter un tel scénario, et aussi dans une Union européenne à 27 qui est divisée sur cette question. On sait qu'il existe une nouvelle méthode d'adhésion depuis 2020 qui cherche à regrouper les chapitres, à davantage politiser aussi la manière dont les négociations sont conduites et même à introduire une notion de réversibilité selon les progrès acquis ou au contraire de bénéfices dont on pourrait déjà profiter pour rendre un début d'adhésion un peu palpable. Mais cela ne suffit pas à donner une réponse politique rapide qu'appelle le contexte de guerre historique. Et je crois que la communauté politique européenne, ça se veut une réponse géopolitique face à la vision que l'autre 9 mai à Moscou a donnée de l'Europe par Vladimir Poutine. En fait, l'Union européenne se retrouve dans une situation compliquée. D'un côté, elle ne peut pas, bien sûr, rejeter de demandes de pays, comme vous l'avez rappelé, qui manifestent une telle europhilie et une telle envie d'être ancrés dans la famille européenne, qui se sent très justement partie prenante. Et de l'autre côté, on voit bien, je l'ai rappelé, l'impossibilité d'élargir à toute jambe, à toute vitesse, à toute allure, au risque sinon de dénaturer, voire de complètement déstabiliser en fait, l'Union européenne. Et c'est là, je crois, que l'idée de communauté politique européenne formulée par le président Macron, que notre président Enrico Letta, lui, avait aussi commencé à mettre sur la table en reprenant le titre de Confédération européenne qu'avait naguère utilisé François Mitterrand en 1989, là dans le contexte du bouleversement de la chute du rideau de fer, c'est là qu'elle prend tout son sens. Lucas Masek, notre chercheur associé avec qui donc, nous avons fait ce papier, il distingue à juste titre les pays qui ne veulent pas rentrer dans l'Union européenne et qui le peuvent économiquement, qui ne veulent pas politiquement, on pense par exemple à la Norvège ou à l'Islande ou à la Suisse, mais qui ne le veulent pas, mais le pourraient. Et inversement, là, on a des pays qui ne peuvent pas économiquement, même administrativement encore, mais qui le veulent, qui le désirent politiquement ardemment. Et donc, pour les pays qui peuvent, ne veulent pas, on a l'espace économique européen, et là, la Norvège et l'Islande sont dedans, la Suisse a refusé, mais elle a ses propres accords bilatéraux étroits avec l'Union européenne et dans Schengen. Mais politiquement, on n'a rien de l'autre côté. Et cette communauté politique européenne est en quelque sorte un miroir politique à l'espace économique européen. Parce que si on regarde les 3 critères, ce qu'on appelle les critères de Copenhague, qui ont été définis en 1993, qui sont 3 critères qu'il faut pour rentrer dans l'Union européenne, c'est donc reprendre tout l'acquis communautaire, c'est un vaste exercice juridico-administratif, être une économie de marché fiable, solide, et être une démocratie libérale. Et lorsqu'on a ce dernier critère, qui est déjà un des premiers 3 importants critères, on peut peut-être là déjà mettre un pied donc, dans cette communauté politique européenne. Comment celle-ci pourrait fonctionner concrètement? C'est là où la réflexion doit s'engager et je serais prudent puisqu'il s'agit simplement de l'idée que nous mettons sur la table dans le papier avec Thierry Chopin et Lucas Masek. Vous pouvez imaginer par exemple que les sommets européens réguliers qui se tiennent à Bruxelles, le Conseil européen, il se réunit au minimum 2 fois par an, plus souvent 4 au moins,
qui soit précédé ou prolongé d'un sommet de la communauté politique européenne. Les Ukrainiens verraient leurs dirigeants régulièrement à Bruxelles pour les ancrer dans cette famille. Au Parlement européen, accueillir des observateurs de ces pays. Ils sont déjà souvent membres, observateurs des partis politiques européens, mais sans avoir de délégués ou l'Assemblée générale de ces partis. Là, on pourrait aller un peu plus loin pour, encore une fois, les sociabiliser au sein des rouages et des organes politiques de l'Union européenne. Participer aussi à certaines sessions ou à certains moments, certaines formations des conseils européens. Je pense par exemple au Conseil Affaires étrangères, où là, on a besoin, bien sûr, aussi de bien s'entendre, d'aligner nos politiques. Et je crois que cela peut vraiment guider la restructuration politique du pays que l'octroi du statut de candidat ne suffit pas à opérer. On peut imaginer une intégration politique pas seulement au plus haut niveau, mais aussi au niveau des citoyens. Il y a bien sûr des jumelage imaginables, des échanges universitaires, scolaires, qui sont déjà parfois en partie possibles, puisqu'on a des accords d'association avec ces trois pays qui veulent rentrer. Mais il s'agit d'aller plus loin, peut-être aussi de les associer à ce qui sera le futur service civique européen, le programme de recherche Horizon Europe. On a déjà ces pays, avec l'accord d'association, bénéficient déjà d'une entrée dans l'Union européenne sans visa pour 3 mois. Et voilà, il s'agit que le citoyen de ces pays ait déjà de manière un peu palpable le sentiment et même des preuves concrètes qu'il est déjà arrimé à l'Union européenne. Autre concrétisation de cette communauté politique, ce serait bien sûr par des coopérations sectorielles. Je pense à l'énergie, je pense à des travaux d'infrastructure. Et tout ça, bien sûr, sera lié dans quelle Ukraine à sa reconstruction. Il n'y a pas besoin de créer forcément de lourdes institutions. Au contraire, il faudra sans doute un sommet fondateur, mais ce qu'on propose dans ce texte, c'est que le critère pour rentrer pour être admis dans la communauté politique européenne, il est fort et symbolique, mais il est nécessaire, c'est de ratifier la Charte européenne des droits fondamentaux, qui montre bien que cette communauté politique européenne est avant tout une communauté de valeurs partagées, et c'est ça qu'elle doit signifier. Donc, ce n'est pas du tout une approche juridique lourde, c'est signifier le plus politiquement possible qu'on appartient bien à la même famille. Et cela n'empêche pas donc, cette communauté politique européenne, pendant qu'elle opère, que parallèlement, eh bien, la négociation d'adhésion, si elle doit commencer, se poursuive, que le statut de candidat soit octroyé et que cela prenne le temps nécessaire pour bien faire les choses en bon ordre. Et ça n'empêche pas aussi que parallèlement à tout cela, l'Union européenne entreprenne la réforme de sa gouvernance. C'est partie aussi des sujets mis sur la table par le président Macron lors de son discours du 9 mai. Revoir ou pas la question de l'unanimité, revoir la raison des traités, pousser dans la différenciation intégrée, c'est un terme aussi très cher à Jacques Delors et qui nous est très cher ici, d'approfondir notre intégration, ce que, bien sûr, le traitement antécédent d'adhésion ne doit pas empêcher. Mais, je dirais, une fois qu'on a fait cette communauté politique européenne, bien sûr, elle soulève aussi des questions qui ne sont pas encore toutes résolues, et c'est là que la réflexion doit se poursuivre. D'abord, sur la réversibilité. Est-ce qu'une fois qu'on est admis dans la communauté politique européenne, est-ce qu'on peut en être exclu ou pas? On voit bien que quand on est dans l'Union européenne, on peut en sortir si l'on souhaite, on ne peut pas être exclu de l'Union européenne. Peut-être la chose pourrait être différente dans le cadre de cette communauté politique européenne selon l'évolution démocratique du pays. Je vois par exemple un pays comme la Serbie, qui est engagée dans les négociations d'adhésion, mais qui n'applique pas du tout des sanctions contre la Russie. C'est plus que gênant, lorsqu'on prétend vouloir être dans l'Union européenne. L'autre question soulevée, c'est la question de la sécurité. Quelle garantie de sécurité on apporterait aux pays qui sont membres de cette communauté politique européenne? L'article 42.7 qui prévoit une assistance mutuelle entre membres de l'Union européenne, par définition, il ne s'applique pas pour les pays qui n'en sont pas encore membres. Et puis, ces pays ne sont pas pour autant dans l'OTAN. Donc là, il y a une question de garantie de sécurité qui est bien sûr à creuser. L'autre question aussi, c'est celle des frontières, puisqu'on parle de pays, je pense bien sûr à l'Ukraine, qui ont vu une partie de leur territoire
amputée, occupée. Je pense à la Crimée, la création du Donbass, je pense aussi à la Transnistrie en Moldavie, à l'Ossétie du Sud ou à l'Abkhazie en Géorgie. On voit bien que admettre dans l'Union européenne des pays qui n'ont pas encore résolu leur conflit de frontières et pose problème, on l'a vu avec Chypre. On voit bien aussi que là, pour la communauté politique européenne, il faudra quelque part vivre avec ces questions. Et puis, le dernier point à soulever, c'est bien sûr cette idée de communauté politique européenne émerge, je l'ai rappelé, en raison des demandes d'adhésion soudaines venues d'Ukraine, de Moldavie, de Géorgie, mais quid de la Turquie, avec qui les négociations, on sait, sont complètement gelées et même dans la passe, quid du Royaume-Uni, quid de la Suisse. Ce sont d'autres questions que peut-être ce débat peut soulever. En conclusion, je voudrais peut-être donner quelques lignes de conduite pour la réflexion à engager. D'une part, elle permet de sortir de la seule question binaire, adhésion ou pas adhésion. L'idée, c'est vraiment, vous l'avez rappelé tout de suite dans le titre, c'est une gradation, une entrée par étapes, par tranche, dans l'Union européenne. Il faut aussi sortir, je dirais, de l'ambivalence d'une alternative ou non à l'adhésion à travers cette communauté politique européenne. Ce n'est pas la question. On peut plutôt imaginer que, pour employer une parallèle, c'est un peu comme, je dirais, les fiançailles avant un mariage. Si l'entrée dans l'Union européenne, c'est le mariage, il est normal qu'il y ait peut-être un temps de fiançailles qui aboutisse ou non à ce mariage. Mais on voit bien déjà que le terme employé de communauté, qui est propre à la construction européenne, montre qu'il ne s'agit pas de construire quelque chose d'en dehors ou complètement à part dans l'Union européenne, mais que rentrer dans la communauté politique européenne, ça ne préjuge pas du statut de candidat, mais ça ne le remplace pas. Et puis, autre ligne importante, c'est cette réflexion doit vraiment être engagée dans toute l'Europe. L'idée ne doit surtout pas rester française. C'est la meilleure façon de la tuer. Et donc, il faut qu'elle soit portée à travers les autres pays. Il y a déjà eu des réactions dans différents États membres de l'Union. Elle suscite intérêt et le temps qu'elle suscite le plus de débats possible. Son idée force, en tous les cas, c'est de vraiment affirmer une Europe politique qui n'est pas la même chose que d'affirmer un bloc occidental, je dirais, à dominante américaine. Je pense que c'est là aussi une des compréhensions de cette communauté politique européenne. Il s'agit bien pour l'Europe de montrer, face à Poutine, qu'elle a sa propre raison d'être et ses propres valeurs et ses propres communautés de destin, pour employer des grands mots. Et on voit bien que l'élargissement, à travers toutes ces questions qu'elle soulève, n'est pas une simple question d'annexe. L'élargissement, ce n'est pas une politique d'affaires étrangères. C'est vraiment inhérent au projet européen qui est d'unir notre continent et que ces demandes d'adhésion viennent nous rappeler. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais directement me lancer dans les questions-réponses. Alors, ça a été mentionné à la fin de votre présentation, mais en effet, donc, les auditeurs nous demandent quid de la Turquie. Vous avez même vous-même posé la question, quid du Royaume-Uni. On sait que cette idée de communauté politique européenne est lancée clairement en réaction à la demande ukrainienne, mais aussi aux demandes moldaves et géorgiennes, comme vous l'avez mentionné, mais quid d'autres pays, quelle place pour la Turquie, pour le Royaume-Uni dans cette communauté politique européenne? D'abord, je dirais qu'il faut avoir le courage de regarder les demandes d'adhésion une par une. Ce n'est pas parce qu'elles sont simultanées qu'il faut les traiter forcément toutes en même temps. L'Ukraine n'est pas la Géorgie, qui n'est pas la Moldavie, et donc chacune doit avoir son propre traitement et peut-être sa propre temporalité. D'autre part, on n'est pas obligé de tout coupler, tout lier. D'autre part, peut-être qu'il n'est pas nécessaire dès aujourd'hui de complexifier la question en voulant tout résoudre avec une même communauté politique européenne par rapport à d'autres questions de ces pays. Je pense en particulier à la question du Royaume-Uni. Le Brexit est encore tout frais, il n'est pas encore complètement achevé. On le voit d'ailleurs à la question lancinante du protocole nord-irlandais. Donc je pense que la question d'une entrée ou non du Royaume-Uni, pour le coup, n'est vraiment pas d'actualité et peut-être qu'il n'est pas nécessaire de brouiller le débat avec en plus cette question britannique. Sur la Turquie, ça rappelle donc les négociations sont dans l'impasse, elles sont gelées. La Turquie d'Erdogan n'a pas beaucoup de gages de vouloir se rapprocher
de l'Union européenne. Ça peut être à terme, effectivement, là, pour le coup, une alternative à l'adhésion peut-être dans cette communauté politique européenne, mais il faudrait voir si la Turquie est capable de ratifier la Charte européenne des droits fondamentaux. Ce serait déjà un bon test ou pas, est-ce qu'elle veut être ou pas dans cette communauté politique européenne. La question est ouverte et là-dessus, il faut en tout cas ne pas brouiller les pistes en additionnant des choses. Je sais que la question s'est soulevée aussi pour la Suisse. Peut-être que la Suisse, oui, pourrait trouver dans cette communauté politique européenne quelconque intérêt à en être, mais ne complexifions pas d'emblée la chose en multipliant les pays. Là, il s'agit avant tout d'envoyer un signal politique le plus fort possible à l'Ukraine et aux demandes d'adhésion que nous avons reçues des pays de l'ex-process. Une autre question assez pratique finalement, est-ce qu'une participation à cette communauté politique européenne pourrait donner lieu à l'absorption de financement européen pour divers projets? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être envisagé? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, serait une bonne idée finalement, pour soutenir un processus d'adhésion, par exemple? On ne doit bien sûr pas rester seulement dans le symbolique, même si là, ce que nous posons va au-delà. On sait aussi que l'octroi du statut de candidat donne lieu du coup à des aides de préadhésion. Mais indépendamment de cette propre procédure liée à la négociation d'adhésion, au sein de la communauté politique européenne, selon les coopérations qui sont mises en place secteur par secteur, j'ai cité l'énergie, on peut citer aussi les transports, on peut là imaginer que soient débloqués des fonds européens liés à ces coopérations et dont ces pays pourraient voir la couleur. Après, ça veut dire bien sûr être capacité de gérer ces fonds. C'est d'ailleurs souvent parfois une difficulté lorsqu'un pays rentre dans l'Union européenne. Tout d'un coup, il a absorbé beaucoup plus de fonds qu'il n'avait eu jusqu'alors. Donc, ça peut être aussi, on dirait, une familiarisation, un apprentissage graduel aussi à la gestion de fonds européens au fur et à mesure que des coopérations sont nouées. Et oui, il faut, cette communauté politique européenne ne doit pas être que bruxelloise. Elle doit l'être, en partie, mais elle doit aussi, bien sûr, déjà se voir sur le terrain. Et dans le cas de l'Ukraine, bien sûr, même si là, encore une fois, l'Ukraine est en pleine guerre, mais je pense que ce processus dans la communauté politique européenne et de gestion de tous les fonds européens sera bien sûr indissociable de sa reconstruction. Merci beaucoup. J'aimerais enchaîner avec deux questions qui finalement, selon moi, dessinent une certaine forme de débat, puisqu'un auditeur ou une auditrice pose la question d'un élargissement trop excessif et demande si cette communauté politique européenne ne risque pas finalement de ralentir le processus d'intégration européenne. Donc, première question, cette question d'un élargissement trop rapide qui viendrait soutenir justement cette communauté. Et la deuxième question qui faisait écho, c'était sur justement, est-ce que ce processus d'adhésion, d'élargissement n'était pas trop complexe finalement et n'était pas un frein à des nouvelles formes d'adhésion à l'Union? Devenir État membre de l'Union européenne, je l'ai rappelé, ce n'est pas une mince affaire. Il s'agit de reprendre tout un droit européen, d'accepter la primauté. C'est beaucoup de responsabilités. Ça veut dire avoir aussi peut-être un jour la présidence du Conseil de l'Union européenne. Enfin, c'est lourd d'être membre. Et là, ce qui est proposé, c'est justement, sachant que cela prend du temps, cela est exigeant, on voit bien qu'il faut l'être pour que ce soit un processus viable. La communauté politique européenne, qui peut être créée très vite, permet déjà à ces pays de les arrimer à l'Union européenne sans tomber déjà les écraser de tout le poids que ça représente. Mais ça ne doit pas justement ralentir, ça ne doit pas ralentir l'élargissement à la procédure d'adhésion, ça ne dit pas la remplacer, ça ne doit pas non plus ralentir la réforme de l'Union européenne, des suites à donner à la conférence sur l'Europe. Je pense notamment beaucoup à la différenciation. C'était tout à l'heure, la différenciation, on ne peut pas imaginer une Union européenne complètement uniforme à 30 ou à 33 ou plus, puisque ce n'est déjà pas le cas à 27. On cite souvent, à juste titre, la zone euro avec ses 19 États membres, Schengen. On peut imaginer des différenciations
matière de défense, en matière des questions migratoires. Donc, il y a autant, je dirais, de sujets que de différenciations possibles. Mais ce qui doit être commun à toute l'Union européenne, c'est la charte européenne des fondamentaux, qui doit être vraiment notre boussole éthique que nous partageons tous. Et puis, le marché européen, on a bien dit d'ailleurs, session avec le Brexit avec le Royaume-Uni, le marché européen, il est pour les États membres de l'Union européenne. Ça, c'est alors on peut peut-être voir avec les pays qui sont dans la communauté politique européenne qui il pourrait y avoir dedans, mais en tout cas, la charte des droits fondamentaux et le marché intérieur, ça, ce sont les deux piliers qui définissent l'Union européenne. Ensuite, on peut aller plus loin avec ceux qui veulent aller plus loin, en gardant bien sûr toujours la porte ouverte à d'autres personnes, d'autres États qui voudraient rejoindre ces coopérations. En termes de coopération renforcée, on est clairement très peu suffisamment utilisé. Mais bien sûr, plus l'Europe s'élargit, et c'est sa vocation, puisque je l'ai rappelé, l'idée c'est d'unir l'Europe pour en faire une vraie puissance, et bien là, il y a bien sûr de la place aussi pour davantage de différenciation qui n'est pas du tout contraire à l'unité. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer avec deux questions plutôt rapides. Une question sur le parallèle en fait, à tirer avec la Confédération qui avait été proposée par François Mitterrand. Un auditeur, une auditrice nous demande pourquoi est-ce que ce terme n'a pas été réutilisé aujourd'hui. Et peut-être je peux vous laisser répondre. C'était effectivement le terme repris par le président Enrico Letta. Peut-être qu'il n'a pas été repris par le président Macron parce que justement un de ses prédécesseurs, François Mitterrand, l'avait utilisé dans un autre contexte. Là, il s'agissait de la chute du mur de Berlin et donc de trouver une première forme d'arrimage à ce qui était alors les communautés européennes, mais à cette époque, ce qui a fait échouer l'idée, c'est qu'elle intégrait l'URSS. L'URSS, on se souvient, en 89, il n'était pas existait encore. Et donc, l'idée avait été absorbé cette URSS de Gorbatchev, et par ailleurs, elle a pour le coup tout de suite été perçue comme une alternative à l'adhésion, et donc été rejetée ensuite par les pays d'Europe centrale. On se souvient des assises de Prague, mais cette idée d'avoir une communauté politique, le terme est bien choisi, même s'il a été autrefois déjà employé dans l'histoire de la construction européenne dans les années 50. Il s'agit bien de montrer, on parle de famille européenne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que d'être réunis ensemble, même si on ne coche pas encore toutes les cases économiques et administratives pour être dans l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, il y a une toute dernière question que je voulais poser. On en a parlé rapidement avant le début de ce webinaire. C'est une question qui me paraissait très intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, avec cette communauté politique européenne, que ce nouvel organe vienne supplanter en fait, le Conseil de l'Europe? Je pose cette question en sachant pertinemment qu'on n'a pas forcément la réponse, mais qu'est-ce que vous pensez de cet argument? C'est une question, en tout cas, là aussi, à creuser. Le Conseil de l'Europe, c'est une vieille institution, elle existe depuis 1949, elle est à l'intérieur de l'Union européenne, elle est plus large, puisque d'autres pays, la Russie, jusqu'à en être exclue, y était, les pays dont on parle, ils y sont déjà. Ce qui fait sa force, notamment, c'est sa Convention européenne des droits de l'homme et sa Cour. Donc, elle garde sa raison d'être à ce sujet, mais elle est bien sûr très distincte de l'Union européenne. Et là, la communauté politique européenne, elle est vraiment aimantée par le mariage, en tout cas par le rapprochement vers l'Union européenne. Il s'agit bien d'être dans cette famille européenne-là. Merci beaucoup. Eh bien, la demi-heure passe vite. Merci pour cette présentation, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Avant de clore ce webinaire, je voudrais vous rappeler la publication par Sébastien Maillard, Thierry Chopin et Lucas Maciek, que vous voyez s'afficher à votre écran. Donc, Communauté politique européenne, un nouvel arrimage à l'Union européenne. Nous vous enverrons la publication dans la foulée de ce webinaire. Vous aurez également accès à l'enregistrement de notre session de ce jour. Le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 8 juin de 14h30 à 15h et nous accueillerons Eulalia Rubio, chercheuse senior en affaires économiques et budgétaires ici à l'Institut Jacques Delors, et elle fera un point d'étape pour nous sur la
sur la création de nouvelles ressources propres qui avait été proposée par la Commission européenne en juin 2021 déjà, lors de l'adoption du plan de relance. Cette édition se déroulera en anglais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à une prochaine édition de Questions. Merci. Merci Mathieu.